Pour apporter du réconfort, un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors. On est en 2016 et la misère existe encore. Toi tu t'en fous, t'as à manger bien au chaud dans ton confort. Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite, on donne juste à manger des couscoussières et des marmites, ça vient du cœur. On fait l'aumône et ils aimeraient nous interdire de partager l'amour. Voici ce que j'ai à vous dire, nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas. Nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas. Nous sommes des citoyens comme les autres, déterminés qu'on peut réussir sans marcher sur les autres. Alors on est là tous les soirs avec un lampadaire pour soleil. Des sourires, des bisous et même parfois des je t'aime. Où est donc le problème? Qu'avez-vous à reprocher? On fait comme les restos du cœur sans le budget des enfoirés. Nous, on veut juste venir en aide. On suit l'exemple de Moïse, Jésus et Mohamed. Et moi-même, je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde. Le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde. Nous sommes ici, à Avignon. Et sur le pont, ils ne veulent plus qu'on danse tous en rond. Résistance. Parce qu'on donne avec le cœur, ça leur fait peur. Parce qu'on ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. Le bien devient le mal devient le bien. Le bien devient le mal devient le bien. Les derniers sont les premiers, retiens bien. Respect, égalité et dignité. Retiens bien, c'est notre engagement devant Dieu. Ah, les souvenirs, ma belle France. Ah, je suis triste. Ah, c'est triste. Salut tout le monde, salam alaikum. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Ce soir, tonton, ah lui je l'aime beaucoup, tonton Jacob. Ben oui, d'ailleurs il m'attire que des problèmes, tonton Cohen Jacob. Là. Ah, ouais. Normalement les juifs ils sont contre moi et lui il est avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou quoi? Oui, mais lui c'est un juif pas normal. Un juif antisémite, vous avez déjà vu ça? Ben, c'est ce qu'ils ont écrit, le ministère de l'Intérieur à ma première audition. Vous avez reçu l'antisémite Jacob Cohen. Et c'est moi, je leur ai dit, mais attendez, il est juif, toute sa famille vit en Israël. Ah, je devrais travailler pour les RG, moi, franchement. Allez, les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes informés, en bonne santé. Il est 17h chez vous, 16h ici au Bled. On reçoit tonton Jacob qui va nous parler de, évidemment, tonton est un écrivain. Ouais, il va nous parler d'un roman très réaliste et on va pouvoir justement surfer un petit peu sur cette actualité avec lui. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, c'est bientôt le store chez vous. Je vous demande d'accueillir tonton Jacob Cohen. Salut tonton. Salut à tous. J'espère que vous passez un bon ramadan et je vous le souhaite agréable, serein, profitable. Merci tonton. Tu as connu le ramadan au Bled? Oui, tu as connu le ramadan au Bled toi d'ailleurs. Ah ben, bien sûr. Il ne faut pas oublier que d'abord aussi, j'ai enseigné à Casablanca pendant 10 ans, dans les années 80. Donc j'étais en plein dans le système, voilà. Oui, c'est vrai que tu as enseigné longtemps. Puis j'ai vécu à Meknès pendant 20 ans. Tu n'as jamais eu de problème au Maroc? Non. Ouais, tu vois, c'est comme quoi on peut partir du Maroc tranquille. Je pensais toujours à Zemmour, à tous ces gens-là. Dès qu'ils sont dans un pays, ils foutent la merde. Après, ils partent ou tu sais, ils sont toujours en train de critiquer. Toujours. Oui, mais eux, ils veulent qu'il y ait des problèmes, voilà. Ouais, c'est vrai. Et on va voir justement la différence entre les Juifs, parce que les gens ne le savent pas. Ils ont l'impression que les Juifs, c'est une entité pareille, les mêmes, et qu'il n'y a pas de dissension, ou il n'y a pas d'embrouille. Et en fait, on va s'apercevoir que le monde juif, c'est un peu comme tout le monde. Hein. C'est comme le monde musulman, comme d'ailleurs partout. C'est énormément de nuances et de personnes différentes. Tonton Jacob, je te remercie d'abord d'avoir accepté l'invitation. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui, on va parler d'un roman que tu m'as envoyé, et un roman en fait qui est génial parce que derrière tous les romans, ce que l'on peut traduire derrière aussi, c'est que tout n'est pas que inventé. Et ça, c'est bien parce que ça nous replonge un petit peu dans un certain univers. Et juste avant, c'est un recueil de nouvelles. Oui, donc ce sont des petites histoires. Il y a 6 histoires. Voilà, sont des petites histoires. Voilà. Ce sont, j'ai croqué des épisodes de vie qui sont en plein dans la réalité, sauf une qui est de l'histoire qui remonte au protectorat. Voilà. D'accord. Alors, ben justement, on va voir tout ça avec toi. Juste avant, obligé, la Palestine, c'est incroyable. Oui. C'est-à-dire que j'aurais jamais pensé que même pendant le Ramadan,
que personne ne puisse les arrêter. Je veux dire, c'est à ce point on en est. Ils font ce qu'ils veulent dans le monde à ce point. Oui. Alors, les Américains ont obtenu une chose, une seule, c'est que, que les Israéliens ne bombardent pas ou n'entrent pas dans Rafah. Voilà. Ça veut dire qu'ils épargnent Rafah jusqu'à la fin du Ramadan. Bon, donc pour ceux qui s'y sont réfugiés, ils savent ce qui les attend à la fin du Ramadan. Voilà. Et il est probable. Maintenant, on peut très bien, il pourrait y avoir une espèce de cessez-le-feu ou de trêve. On ne sait pas vraiment. La situation est encore assez instable, assez floue. Ben, moi, je trouve déjà que le fait, tu imagines, ils sont bombardés et en même temps, ils jeûnent. Et donc, à la rupture du jeûne, il faut qu'ils aient de quoi manger. Et Ouais. s'ils sont bombardés, ben, ça remet en cause. Et du coup, je ne sais même pas, est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim? Parce que j'ai entendu que oui. Il y a des gens qui meurent de faim. On a vu des photos de gens, d'enfants vous savez, tu sais, je ne sais pas si on se rappelle les famines en Afrique, le Biafra. Le Biafra, c'était une province du Nigeria qui s'était détachée en 1968-69 et c'est devenu un peu, les enfants du Biafra, c'était devenu le symbole de la mort de milliers, de dizaines de milliers d'enfants par la famine. Et on voyait la peau sur les os. Et à l'époque, dans le monde, c'était vraiment, enfin, ça faisait un grand scandale. Et donc là, on voit déjà, enfin, moi j'ai vu des photos d'enfants gazaouis qui étaient vraiment, enfin, au bord de la mort parce qu'ils n'avaient que la peau sur les os. Et c'est terrible. Et même, enfin, je veux dire, l'hypocrisie et la lâcheté veulent qu'on le renvoie. J'ai lu cette semaine dans le Canard enchaîné il y a un colis qui était parachuté et qui n'est pas Oui, descendu le parachute lentement n'a pas marché, ouais. et qui a écrasé 2 ou 3 personnes. Enfin, je veux dire, ça atteint Ah ouais, ouais. l'horreur absolue. Enfin, et le monde assiste à ça. Voilà, c'est terrible. Voilà, T'entends, ils vont le payer cher parce que là, ce que je suis en train de voir, moi, c'est que franchement, le monde, ils vont le payer cher. Enfin, je sais pas, toi, je sais pas où tu en es encore des réflexions, mais là, ce que l'on fait, c'est carrément, enfin, je veux dire, même Hitler ah oui, avait des opposants. Hitler avait des gens qui le oui, contredisaient haut et fort. Là, il n'y a personne. oui. Oui. Là, il y a vraiment. Bon, il y a d'abord, bon, sur l'Occident, on comprend. Il y a le travail des agents d'influence du Mossad qu'on appelle les Sayanim qui ont préparé le terrain depuis 60 ans. Entre parenthèses, tu sais que le printemps des Sayanim va sortir prochainement au Maroc en arabe. Non, sérieux? Oui, oui, ça y est, il est prêt. Je te donnerai le lien. Mais pourquoi? Attends, t'entends juste par rapport à ça. Comment se fait qu'ils laissent passer ça? Normalement, ils ne doivent pas laisser, tu vois, tous ces gens puissants et tout. Ils n'arrivent pas à l'arrêter? C'était, comment dire, c'était un accident. À l'époque, par exemple, comment il s'appelle oh zut, celle qui était à ER avec moi, qui avait écrit du kibbutz à l'intifada, C'est oh, pas Marion Sigaud? Sigo. Ben, Marion Sigo, elle a vu ce livre, elle a signé le contrat, et une semaine avant la sortie du livre, l'éditeur lui a dit le livre ne sortira pas. Donc, la censure a joué. Mais le printemps des Sayanim, les éditions de l'Harmattan l'ont sorti comme ça, ni vu ni connu, personne ne me connaissait, donc voilà, c'est sorti. Mais s'ils avaient su, ils auraient peut-être fait ce qu'il fallait Empêché. pour l'empêcher. Voilà. Ah ouais, Bon, c'est pas mal alors, hein? ils ne peuvent pas tout empêcher quand même. Oui. Il y a quand même des choses qui sortent, mais ils arrivent quand même à contrôler peut-être 80% de l'édition, 90%. Voilà. D'accord. Ah bah purée, ben, ça va être impressionnant. Et, et donc, ce que je disais, c'est que
il ne faut pas oublier une chose, c'est que Israël est d'abord une puissance nucléaire. Et en tant que puissance nucléaire qui est capable, je veux dire, on connaît, je pense que les services secrets du monde entier, en Occident, en Russie, en Chine, en Inde, ils savent de quoi ils sont capables. Ce sont des têtes brûlées, surtout avec les nouveaux chefs qui arrivent, les Ben Gvir, etc. Ils savent que ce sont des gens que si on les chatouille trop, ils sont capables, vraiment, ils sont dans le délire de détruire le monde si jamais on leur enlève leur joujou, leur état. Et donc, ils ont le monde, de tout temps, les diplomates occidentaux, en tout cas, ils ont un double langage vis-à-vis d'Israël. Publiquement, ils appuient, mais diplomates en cachette, en secret. Ils se font menacer, en fait. Voilà, ils sont, par exemple, dans une émission que j'ai faite avec le général de Lavarde, le général de Lavarde a dit c'est incroyable comment tous les officiers qui sont entrés en contact, même américains, ouais, au Liban, etc., au bout de quelques mois, au bout d'un an, ils détestent ce pays, ils détestent ces gens. Mais les diplomates français détestent ces gens-là, les diplomates américains aussi, mais ils ne peuvent pas, ils peuvent pas le dire. Voilà, ils sont tétanisés et donc finalement ils arrivent à les terroriser. Et c'est ça qui maintient, comment dire, cette espèce de neutralité presque craintive des États comme la Russie, la Chine, l'Inde, qui ont peur de s'engager, voilà, enfin frontalement. Ça Voilà. expliquerait donc pourquoi en fait beaucoup ne parlent pas, parce qu'au bout en fait il y a vraiment une menace. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, dans le milieu complotiste, on parle de l'opération Samson. L'opération Samson, c'est cette idée que Israël a la capacité de faire détruire des petites bombes nucléaires dans certains pays si jamais il est lâché. Bon, Et on le sait, ils ont 5 à 6 sous-marins avec des ogives nucléaires. Donc, il doit y avoir une centaine d'ogives nucléaires qui se baladent et on connaît on connaît leur fiabilité, leur efficacité. Et donc, ils seraient capables de le faire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ouais, si on les chatouille trop, ils seraient capables. Surtout dans cet état d'esprit actuel où ils vont de plus en plus vers du fascisme, vers de l'extrémisme, vers le messianisme. Et au contraire, pour eux, plus il y a ces temps troublés, ces temps de violence, de massacre, et plus ils croient que le Messie est proche. C'est ça ce qui est terrible. C'est que pour ces gens-là, ils ont l'impression que c'est vraiment le temps du Messie. Voilà. ouais, c'est ça. En fait, c'est le temps de l'antéchrist. Et du coup, Voilà. tu vois, à cette eschatologie, ils doivent tout détruire pour que le Messie arrive. Finalement, ça se comprend ce qu'ils font. Et ce qui est bien, c'est que même les gens qui ne sont pas croyants au sens comme nous, tu vois, eh ben, même eux, ils commencent à se dire, ouais, ben, finalement, ils ont vraiment une eschatologie à Il y a laquelle ils beaucoup tiennent. d'Israéliens qui sont laïcs et qui croient aujourd'hui dans le troisième temple. Ah, Ça ouais. veut dire, ils se disent, après tout, c'est-à-dire que ça serait une espèce de renouveau relié à l'histoire, de symbolisme. Un temple, c'est quand même quelque chose de fabuleux, parce qu'il leur manque ce côté, comment dire, bon, il y a le mur de lamentation, mais on n'est même pas sûr qu'il date de cette époque-là, ni qu'il soit relié à un temple, alors qu'un temple, un vrai, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Ça parle à beaucoup de gens là-bas. Oui. Alors, aujourd'hui, eh ben, en tout cas, tonton, on suit cette affaire de près. J'espère vraiment que ben, déjà, au moins, à Rafah, ils vont arrêter d'être bombardés. Mais bon, ça veut dire que s'ils arrêtent de bombarder à Rafah, ils vont continuer ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Oui, 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 c'est sûr que d'ailleurs, il y a des combats. On ne sait pas, enfin, on ne sait pas le nombre de combattants de Gaza qui sont impliqués ou qui tombent. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi du côté israélien, il y a chaque jour, il y a un, deux, trois, quatre, enfin ça dépend des jours, qui tombent là-bas dans les combats.
Donc, il y a des combats, il y a une espèce de guérilla qui est menée par le Hamas, le djihad islamique et les autres groupes de résistance qui n'ont pas abdiqué, qui résistent très bien. Et donc, et d'ailleurs, les Israéliens disent qu'ils pourraient mener la guerre encore pour plusieurs mois. Donc, c'est pas fini, malheureusement. C'est pas fini, malheureusement. Alors, on salue évidemment Cœur de Lion, toutes les salut Tata Lay, tous ceux qui sont sur toutes les plateformes. Je vous rappelle que nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Twitch, nous sommes sur VK, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur X pour évidemment vous faire partager cette expérience. Dernière question que je voulais te poser. Alors, je l'avais Oui, jamais entendu celle-là. Donc, nous sommes à Sciences Po. Et à Sciences Po, il y a une solidarité avec la Palestine, j'allais dire entre parenthèses, qui est à peu près normale. Mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'ils vont refuser une fille qui avait déjà pris des photos sur eux, etc., bon, qui était une sioniste. Ils lui ont dit, tu rentres pas. Et à la télé, ils ont osé faire croire que si tu disais qu'on ne fait pas rentrer les sionistes, ça veut dire qu'on est antisémite. Alors explique-moi ce glissement sémantique. Être contre le sionisme, ça ne veut pas dire qu'on est antisémite. pas du tout. Hier, j'avais fait une vidéo avec Ouari et je lui disais, enfin, je disais dans la vidéo que les premiers antisionistes, les premiers, dans les années 20, 1920, 30, 40, 50, 60, étaient des juifs. Les autres étaient indifférents. Les Français, les catholiques, etc., étaient indifférents au sionisme et à l'antisionisme. Mais la très grande majorité des rabbins, des institutions religieuses, ont été antisionistes, même au Maroc. Et ont été, qu'est-ce que ça veut dire, ils étaient antisionistes? Ça veut dire qu'ils étaient contre l'idée de la création d'un État juif qui serait athée et qui viendrait en contradiction avec l'enseignement de la Bible et de la Torah. Et donc, et oui, il y a eu des penseurs. Einstein n'était pas d'accord. On a offert à Einstein la première présidence de l'État d'Israël, il l'a refusé. Anna Arendt a critiqué la création de l'État. Il y avait toutes sortes de personnalités. Il faut pas, par exemple, quand Herzl a voulu faire le premier congrès du sioniste à Munich, toutes les institutions juives et religieuses de la ville se sont opposées à ce congrès. Donc, ils ont été obligés de le faire à Bâle. Donc, en fait, l'antisionisme a d'abord été le fait de juifs qui refusaient ces dérives de la religion juive vers la création d'un État athée et qui n'aurait rien à voir ni avec l'histoire ni avec la religion. Oui. Et donc, aujourd'hui, enfin, depuis 20-30 ans, toute la propagande des Sayanim, la propagande israélienne, du Mossad, ont travaillé pour faire admettre que, alors le raisonnement est le suivant, Israël est un État juif, donc s'opposer à l'État juif, ça veut dire faire de l'antisionisme, c'est en fin de compte être antisémite. Et comme l'antisémitisme est condamné par la loi, eh ben, et voilà. Et donc l'antisémitisme, ça parle plus aux gens. C'est parce qu'il y a eu la Shoah, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une réussite exceptionnelle des propagandistes sionistes d'avoir réussi à faire passer dans la loi et dans la tête et dans les médias, etc., que l'antisionisme revient à faire de l'antisémitisme. Eh ben, c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé à Sciences Po. Oh, Voilà. et évidemment, les étudiants se sont expliqués et tout, mais le problème, c'est qu'ils viennent toujours 4 jours après. Alors, ils ont fait 4 jours de battement médiatique pour dire ça. Ça plaît pas. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu que l'étudiante, soi-disant qu'on a empêché, on ne l'a pas empêché du tout. Mais le fait est que le Premier ministre est allé là-bas. Enfin, c'est-à-dire, en fait, tout le système de propagande sioniste a fonctionné à merveille pendant quelques jours. Et c'est ça qui compte. Après, même les démentis n'ont plus la force. Voilà. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est souvent arrivé comme ça. On a traité d'antisémites et tout. Et en fait, c'était des juifs qui avaient fait ça. Comme celui, par exemple, qui avait tagué la boulangerie, ou alors celui qui était dans le RER, la femme qui disait qu'elle Oui, faisait oui, des bien sûr, émissions et bien tout, mais sûr. en vérité, c'était pas Oui, vrai. c'est connu, bien sûr. Classique parmi les classiques. Alors, tonton, aujourd'hui, on va commencer par parler par cette première histoire incroyable. Si je te dis Hassan Imazigen.
Alors voilà, je remets le livre. Nouvelle judéo-maghrébine. Voilà. Donc, la première nouvelle s'appelle Hassan Imazigen. Donc là, c'est un livre qui a été fait par Tonton, qui est écrit, qui est sorti, ça y est, et il va nous présenter quelques histoires. Alors, Hassan Imazigen, une cible parfaite. Alors, pourquoi j'ai écrit cette histoire? Vous savez que moi, je fais toujours de la littérature. Bon, je ne fais pas d'essais. J'aime bien faire de la littérature, mais en général basée sur des faits réels, sur l'actualité, pour dénoncer, etc. Et donc, il y a eu l'affaire Hassan Iqiyoussen, qui a été expulsé de France, et il y a eu notre cher ami Abdel qui a été aussi expulsé. Et donc, j'ai écrit une histoire. Donc, j'ai imaginé un Hassan Imazigen qui, comment dire, parce qu'il a un certain succès en banlieue, c'est-à-dire il éveille la conscience des jeunes, il les éveille à la culture, à l'organisation. Et là, vous savez que l'Union des étudiants juifs de France, je le décris dans Le Printemps des Sayanim, ils ont des cellules de veille, des cellules de, comment dire, ils ont toujours 4 personnes ou 6 personnes, presque 24 heures sur 24 qui se relaient et qui surveillent tout ce qui se passe et qui sont prêts à la contre-attaque. Voilà. Et donc, on découvre ce type, alors qu'il n'est ni imam, il ne fait pas de politique, il est juste dans une banlieue comme ça, mais on se dit, tiens, il a quand même une influence positive. Parce qu'en fait, pour les sionistes, les maghrébins ne doivent pas comment évoluer. Voilà. S'ils s'organisent, s'ils évoluent dans la culture, ça ne va pas. Et si je peux me permettre une parenthèse, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui vivait dans la région lilloise, un maghrébin, qui est venu me voir à Paris, qui était de passage à Paris, qui est allé s'installer à Casablanca. Et enfin, malheureusement, je n'ai pas gardé son nom ni ses coordonnées, mais il m'a raconté l'histoire suivante. Ils étaient une petite bande de très bons lycéens, excellents. Ils avaient des prix, on les envoyait dans des vacances scolaires, la neige et tout. Et ces 5 ou 6 copains se sont dit pourquoi on ne va pas aider les Maghrébins. Donc, ils ont demandé un local et des moyens pour donner des cours de rattrapage, etc. Et le gars m'a dit, tu sais, Jacob, le gars qui m'avait reçu, c'est un sioniste, un Français sioniste qui jouait avec son porte-clés avec l'étoile de David, et il lui a dit, pas question que vous formiez des jeunes. Donc en fait, parce que le but du lobby qui influence le gouvernement, c'est d'empêcher les Maghrébins à tout prix d'arriver. Et quand ils arrivent, quand ils sont avocats, etc., de les empêcher d'arriver aux médias, d'arriver sur la scène politique, médiatique et tout. Voilà le problème. Et donc, comment on va empêcher ce Hassan Imazigen d'opérer? Parce que c'est insupportable pour le lobby que Hassan Imazigen continue son petit bonhomme de chemin et influence les jeunes maghrébins dans le sens positif. Donc, ils vont lancer la chasse. J'imagine comment l'Union des étudiants juifs de France lance la chasse aux maghrébins éveilleurs de conscience. Et donc, on leur dit, on ne sait pas comment attaquer ce type, comment l'attraper. Juste regardez, et si vous avez l'intuition de quelque chose, dites-le nous. Voilà. Et nous, on fera le reste. Et donc, il y a un Jonathan qui se dit, tiens, il perçoit un truc. Et il le dit. Et en fait, bon, peut-être, je ne sais pas si je dévoile un petit peu parce que j'aimerais que ceux qui le lisent. Oui, ouais, ne spoil pas tout, ne dis pas tout. Voilà, il y a un petit suspense en fait. Et donc, ils découvrent vraiment la petite bête. Voilà, ils le prennent. Et donc, ce Jonathan va voir une avocate de l'UEJF qui lui dit, ça y est, on a trouvé le moyen de briser ce type. Voilà, de le briser. Voilà. Et donc, c'est un peu, c'est une allégorie
de ce qui est arrivé à Hassan Iqiyoussen et de ce qui arrive probablement. Vous savez qu'il y a pratiquement tous les imams, à partir du 7 octobre, ça on le sait, tous les imams dans les mosquées sont surveillés. Il y a des indicateurs, il y a des espions, etc. Et après le 7 octobre, on leur a fait passer le message, faites attention, ne parlez pas de la Palestine. Donc il y a un climat de terreur qu'on veut imposer. Et cette nouvelle, enfin une nouvelle, c'est une petite histoire qui fait 10-12 pages. Et cette nouvelle veut illustrer cette pratique du lobby judéo-sioniste qui traque tous ces Maghrébins qui osent qui osent évoluer, qui osent éveiller les consciences. Voilà. Et surtout remettre l'ordre finalement établi. D'ailleurs, dans tout ça, je vais te lire un passage. Les 4 se trouvèrent dans un large bureau truffé de nombreux appareils mis à leur disposition par la mairie du 16e arrondissement. Le décès de l'ancien député maire, tellement acquis à Israël, qui avait déclaré un jour que son unique regret dans la vie était de n'être pas né juif, s'il s'était rattrapé en faisant de sa mairie un centre incontournable de la cause sioniste. Oh, que c'est beau, ça, c'est les amis. C'est ce que vous allez pouvoir c'est vrai, hein. La oui. mairie du 16e arrondissement est le château fort du sionisme. Oui, c'est ça qui veut dire. Il y a des réunions du Bnai Brit, la loge Ben Gurion se réunit là-bas, le salon du livre sioniste se fait là-bas, etc., etc. C'est la mairie du 16e arrondissement et le château fort du sionisme. Oui, donc, alors je vais me mettre dans la merde juste en lisant cette phrase-là. Bon, ben, c'est la phrase. Alors, les RG, vous êtes prêts à noter? Alors, attention, on y va. C'est dans le livre, c'est la page, dans les 2 premières pages. Alors, regardez ce qu'il écrit, tonton. Ouais, il cherche vraiment la merde, tonton. Alors, vous allez voir. On y va. Les grandes manifestations du lobby, comme le salon du livre judéo-sioniste ou la journée de la Alia, étaient organisées et la prise en charge par la mairie. Des loges de franc-maçonnerie juive mondiale, le Bnei Bright, y tenaient leur réunion. Le nouveau maire avait repris le flambeau avec le même enthousiasme. Parmi ses facilités, il y avait ce bureau confié à l'Union des étudiants juifs de France pour y installer une cellule de vigilance chargée de traquer ceux qui portaient atteinte aux intérêts d'Israël et du peuple juif. C'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est une capacité. Ouais, c'est incroyable. Donc, si je comprends bien, tous ces gens sur Internet, en fait, comment ça fonctionne? Donc, vous avez des cellules, donc vous avez des gens qui parcourent les Internet et tout ça, et dès qu'ils entendent un truc, ils doivent l'envoyer, à mon avis, à une autre cellule qui, elle, après, fait le travail au niveau politique, c'est ça? Et voilà. Il y a un service juridique, par exemple, dans mon histoire, on envoie un service juridique, des avocats, et qui cherchent la faille. Comment, avec ce qu'on a trouvé sur Hassan Imazigen, comment lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et eux, ils ont des relais avec, vous savez, par exemple, vous savez que quand un organisme judéo-sioniste dépose une plainte, moi je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu ça personnellement, parce que ça m'a touché personnellement. L'organisme judéo-sioniste a déposé une plainte le lundi. Le jeudi, j'étais convoqué par la police judiciaire. La justice n'a jamais marché aussi vite. C'est fantastique. Voilà. Essayez de faire autant. Moi, par exemple, mes agressions de la LDJ, ça a traîné des mois et puis après, ça a été classé sans suite. Alors que moi, mes tweets, il y a eu la plainte le lundi, le jeudi, j'étais convoqué par la police. Donc, ils ont leurs entrées, ils ont un service, ils doivent avoir un service spécial que quand ils déposent plainte, ça va en haut et très vite. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est quand même assez incroyable ce que tu nous dis et finalement, c'est vrai. Ça résume assez bien ce qui se passe. Alors, tonton, on va passer. Alors, évidemment, on ne vous dit pas tout, hein, c'est à vous de faire ce travail-là. Je ne peux pas vous dire. Oui, oui. Le livre, il est sous l'Almatan, c'est ça? L'Harmattan, oui. L'Harmattan, nouvelle judéo-maghrébine, le dernier livre de Jacob Cohen qui raconte à travers des péripéties finalement quelque chose de très réel. On va passer maintenant au Bled, au Maroc. Allez, ça y est, allez, voilà. On va mettre dans la merde lui aussi. Meknes en plus, j'ai invité des Meknes comme moi en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe à Meknes? Nous avons l'oncle Messod et le protectorat. Alors, de quoi ça parle, tonton? Alors, ça c'est tout à fait autobiographique. Voilà. J'avais eu envie d'écrire sur mon oncle Messod. Et c'est fantastique parce que, enfin,
il y avait un café au Mela, je ne sais pas si Abdel il va de temps en temps au nouveau Mela. À côté du marché, sur le boulevard, à l'angle, il y avait un café qui s'appelait le Puy de Jacob. Et le Puy de Jacob, dans les années 50, était très fameux. Et on y jouait aux cartes. Et Oncle Messod c'était extraordinaire parce qu'il était quasiment analphabète, mais il était vachement débrouillard. Vous savez, c'est ce petit gars-là qui farfouille, qui s'achète un vélo quand il est adolescent, je ne sais pas comment il a fait, et qui apprend la menuiserie, je ne sais pas comment, et qui arrive il est fasciné par les chrétiens, par les colons. D'ailleurs, je crois qu'il y a un passage, si tu permets. Oui. Oncle Messod avait mis son destin professionnel entre les mains de ceux qui représentaient la race des seigneurs. Il avait accepté et intériorisé la supériorité de ces goïms venus de France. Et c'est vrai on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais dans les années 50, pour nous, enfin en tout cas pour les petits Maghreb marocains, etc., les Français étaient comme des dieux. C'est-à-dire, ils habitaient la ville européenne, les beaux immeubles, les cinémas. Ils avaient une piscine extraordinaire là-bas, un ensemble. Ils avaient des terrains de tennis, des clubs de tennis. Et on avait cette impression que c'était des seigneurs, des élus de Dieu. Voilà. Et qu'ils étaient tous comme ça. Vous savez, moi, la première fois quand je suis allé à Paris, j'avais 21 ans et je suis rentré dans le métro et j'ai vu des Français en bleu de travail, des ouvriers, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que j'étais parti avec cette idée que tous les Français avaient une villa, avaient une bagnole, etc. Et c'est l'image qu'on avait, nous, pauvres maghrébins colonisés, soumis à l'impérialisme culturel, étaient français. Et Oncle Messod était un des rares maghrébins, enfin juif marocain, de Meknès, qui a osé aller en ville nouvelle affronter les Européens, les Français, comment dire, les colons, etc. Et il a acheté un vélo. À l'époque, la plupart des juifs de Meknès ne savaient même pas monter à vélo. Et lui, il était, je ne sais pas, c'était un petit diable dans son genre. Et donc, il s'est acheté un vélo et il a loué un atelier, un garage, un colon, vraiment l'image du colon un gros, enfin qui avait des terres autour de Meknès. Il était tout rougeau. Et donc, il a loué ce garage et il faisait fortune avec les Français. Moi, j'allais tous les étés chez lui, il m'emmenait, il était d'une force extraordinaire. Je ne sais pas si Abdel connaît cette côte. Quand on va en bas de la piscine, là, enfin, avant de faire la côte pour aller en ville nouvelle, il y a la côte qui va tout droit, mais il y a la côte à gauche qui va vers le stade. Oui. Eh bien, Oncle Messod, il me mettait à l'arrière, j'avais quand même 12-13 ans, il me mettait à l'arrière, et une fois, il avait une poutre comme ça sur l'épaule, et il montait la côte. Et il montait la côte, et quand je l'ai faite, moi, en voiture, je me suis dit, c'est pas possible, mais comment il faisait? Comment il a fait? Il était très malin, parce que les Français à l'époque, quand il allait faire une réparation, ben, il leur demandait, il les faisait payer au prix, comme s'il était des Français. Par exemple, je raconte cette anecdote. Un jour, j'étais avec lui et on l'avait appelé pour réparer des chaises qui étaient un petit peu branlantes. Enfin, un petit peu. Bon, il a mis des vis. Ça a duré quoi? Une heure, même pas une heure. Et à la fin, bon, moi j'étais là, j'avais 12 ans, 13 ans, timide comme ça, chez ces Français qui avaient des maisons, enfin, qui me paraissaient fantastiques, hollywoodiennes quasiment. Et donc il lui dit 3000 francs. Et 3000 francs à l'époque, c'était smied riel. Ça veut dire 600 riels. Est-ce que si on peut s'imaginer
avec ce qu'on pouvait faire avec. Ça veut dire qu'on pouvait acheter, je sais pas moi, 5 ou 6 kilos de viande. Pour ceux qui connaissent la valeur de la viande, c'est énorme, c'est colossal. Et moi, j'ai fait comme ça parce que le chiffre, et il m'a dit, tais-toi. Et malheureusement, Oncle Mesod, il aurait pu devenir vraiment riche, s'acheter 2 ou 3 maisons, mais malheureusement, il était très naïf et très bête sur le plan. Il avait la passion des cartes. Donc, il allait au Puy de Jacob et jouait aux cartes et il a trouvé vous savez, même chez les Juifs, on avait nos mécréants, hein, et on avait ceux qui l'exploitaient. Il savait qu'il venait les poches pleines d'argent. Il le dépouillait. Il le dépouillait, voilà. Il jouait Ronda. Je ne sais pas si c'est. Ronda, hop, 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 hop. Il jouait Ronda. Et malheureusement, il a vécu très pauvre. Enfin, il a vécu vraiment pauvrement. Et quand à un moment donné, en 58-59, les Français commençaient à partir et il n'avait plus le choix. Ça veut dire il devait. Bon, il est parti en Israël. Et il est parti en Israël avec rien du tout. C'est-à-dire, il avait tout l'argent qu'il avait gagné, il le jetait le dimanche après-midi au Puy de Jacob. Et moi, je raconte cette anecdote, je la raconte parce que c'est pas du tout, c'est pas spoilé, mais il avait une telle admiration des Français. Il m'a raconté cette histoire qui lui est arrivée et il me l'a raconté à chaque fois que j'allais le voir en Israël. C'est quelque chose qui l'avait marqué à vie. Alors, justement, tu le résumes très bien, par exemple, dans l'article que tu nous as lu, ça c'était impressionnant. Oncle Mesod avait mis son destin professionnel entre les mains de ceux que représentait la race des seigneurs. Il avait accepté inférioriser la supériorité de ces goïms venus de France. La Torah avait beau parler qu'il faisait partie du peuple élu, avec des privilèges à la clé et la domination sur les autres nations, c'était, pour le moment, théorique, lié à la venue éventuelle du Messie. La réalité crevait les yeux. Les chrétiens avaient édifié des cités splendides, des immeubles modernes, des cinémas, des cafés, un théâtre, un conservatoire, une piscine, un club de tennis. Ils roulaient dans de belles voitures. Leurs femmes étaient élégantes. Il y régnait une douceur de vivre, une atmosphère d'abondance et de la volupté. De quel pays métique débarquaient ces conquérants qui savaient se montrer superbement descendants, affables avec le personnel indigent, mais infichus d'apprendre plus de 2 prénoms. C'est vraiment, il était mais fou. Alors, il faut savoir qu'il n'était jamais sorti de Meknes pratiquement. Hein. Oui, bien vraiment. Eh ben, tu sais, quand tu me parles de ce juif-là, tu as l'impression que c'est vraiment le juif de avant, alors, parce que maintenant, c'est tout l'inverse. Les gens disent que c'est les juifs qui possèdent tout, qui dirigent tout, qui ont tout. Moi, bien sûr. Non, je parle des années 50. Hein. Et donc, il faut que je vous raconte, parce que même si on ne le lit pas, mais je vais vous donner l'état d'esprit des gens par rapport au protectorat. Alors, mon oncle, il a fait un peu de marché noir, parce qu'il était menuisier, il devait acheter des clous, etc. Donc, pendant la guerre, il a trempé un petit peu dans le marché noir, fatalement. Hein. Donc, et un jour, il a reçu une convocation pour aller au commissariat. Et il a eu la trouille, parce que, donc il est allé voir le colon, qui lui le garage, et il lui a dit, écoute, je suis convoqué. Il a dit, il n'y a pas de problème, Mesod, je vais vous faire accompagner par un cousin à moi qui est inspecteur. Il va vous emmener au commissariat, il va vous régler le problème. Et donc, effectivement, donc mon oncle me raconte, il va voir l'inspecteur et il marche. Il marche vers le commissariat, c'est pas loin, Et à un moment donné, mon oncle, évidemment, timide, etc., il marchait un petit peu derrière, un peu décalé. Et l'inspecteur lui dit, non, non, monsieur Cohen, venez marcher à côté de moi. Et mon oncle, il avait cette expression dans le visage quand il me racontait, il me disait, tu sais, Jacob, je te jure sur le pain qu'on mange là, je te jure, nous marchions côte à côte sur la même ligne, lui, l'inspecteur et moi. Et pour lui, ça a été un exploit extraordinaire. Il a marché à côté, sur la même ligne, du même pas, jusqu'au commissariat. Et il a gardé, j'ai l'impression, vous savez, dans la vie des gens comme ça, il y a des trucs qui restent dans la mémoire. Il a gardé ça en mémoire jusqu'à la fin de sa vie. À chaque fois que vous voyez,
en Israël. Il est mort dans les années 90. À chaque fois que je le rencontrais, il me racontait, ça l'avait tellement, pour lui, touché. ça a été un exploit fantastique. Il a marché à côté. Il Voilà. faut dire qu'on a affaire à tout un tas de gens qui vont vivre dans ces années-là et les années d'avant, tout ce qui était autour de la domination, les Blancs sur les Oui, bien Noirs, sûr, bien et sûr. puis les Occidentaux, la colonisation. Donc, il y avait un sentiment d'humiliation un petit peu de Mais, tous ces peuples, c'est ça? je rappelle qu'Albert Memmi, il avait écrit le portrait du colonisé, un livre préfacé par Sartre dans les années 50 et qui montrait justement ce rapport de domination ou de soumission. Ça dépend de quel côté on le prend. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, il faut comprendre que quand ils marchent du même pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, oh, Ah, la pour lui, dignité, ça a été, mais enfin, c'est dommage, j'avais pas de caméra pour le filmer à l'époque et l'enregistrer, la parce fierté. que c'était fantastique. Il avait marché à côté d'un inspecteur. Enfin, Ouais, ouais. c'est fabuleux, voilà. Incroyable. Tu sais, ouais, je vois un petit peu. Alors, tu vois, on va parler de l'histoire 3 qui était l'histoire évidemment de la jupe. Et quand tu dis ça, bon, je vois très bien à quoi tu fais allusion. Et le titre, c'était Une histoire de jupe. Alors, de quoi on parle? Alors, voilà. Leïla. Leïla. Donc comme comment dire, mes nouvelles, enfin mes histoires, collent à la réalité. Et c'est quoi la réalité? Vous savez qu'après l'interdiction du voile dans les écoles, les collèges et lycées, certaines collégiennes et lycéennes musulmanes euh, sont allées au lycée ou au collège en mettant une jupe longue. C'est-à-dire un peu à l'indonésienne, vous savez, ou la malaisienne. Et, et ça, c'était pas interdit. Ce que je vous raconte là est la stricte vérité. C'est arrivé dans les années 2013-2014, d'accord? Et ça, c'est devenu insupportable pour le lobby et c'est l'arbin, c'est laquais du gouvernement qu'on a dit comment on leur interdit le voile et ils mettent un signe qu'on ne peut pas interdire parce que on voit mal comment on va interdire une jupe, mais une jupe jusqu'où jusqu'au mollet, jusqu'à la cheville, au-dessous du genou. Donc, il y a eu ce qu'on appelle un phénomène d'autorité, c'est-à-dire que la collégienne ou la lycéenne était convoquée par le proviseur ou les directeurs d'établissement qui lui disait ceci, c'est la stricte vérité. Si d'abord vous allez être mise à pied 2 jours ou suspendu 2 jours d'école, et si jamais vous revenez avec la jupe, vous serez exclu. Et c'est totalement, tout à fait illégal. D'accord? Et je me souviens, en 2014-2015, j'ai pris ce problème à bras-le-corps. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle La journée de la jupe. Et j'ai lancé, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à ce genre de questions, j'étais très impliqué. Et beaucoup de gens me suivaient sur ce terrain-là. Et j'ai proposé aux Maghrébins, je leur ai dit, voilà, on va faire une journée de la jupe. C'est-à-dire, on va mobiliser les associations, en fait tout le monde, le maximum de gens qu'on peut. Et on va décider, par exemple, on va prendre, mettons, le 10 avril. Le 10 avril, on envoie des dizaines de milliers de lycéennes et de collégiennes maghrébines au lycée avec une jupe longue. Et là, on met le système devant le problème suivant. Est-ce qu'ils vont mettre à pied 30 000, 50 000 lycéennes et collégiennes? Ça me paraît difficile. Ils peuvent pas. Ça me paraissait difficile. Et on organise, évidemment, parallèlement, on mobilise des avocats pour lancer des actions contre ces directeurs, etc. Malheureusement, je dois dire vraiment, moi, voilà, bon, il se trouve que les Maghrébins, pour toutes sortes de raisons, j'ai pas envie d'entrer dans comment dire, aujourd'hui, j'ai déjà traité de ce problème, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, mais ils étaient enthousiastes, mais il y a eu manque d'organisation, etc., ce qui fait que l'idée est tombée à l'eau. Voilà. Et en tout cas, ça n'a jamais été organisé à ma connaissance. Voilà. Et malheureusement, ça aurait été un signal fort lancé au CRIF et au lobby pour leur dire
nous prenons le flambeau de la résistance. Voilà, on ne va plus se laisser faire, nous allons résister. En plus, Et ce qui donc, était bien, tonton, dans cette histoire, c'est que oui, il y avait aussi un juif dans l'organisation et peut-être qui avait pensé à tout ça. Donc, ils n'auraient pas pu dire que c'était une organisation islamiste qui organisait ça. exactement, exactement, voilà. Là, ils ont Et été donc, coincés un peu. donc je mets en scène une espèce un dialogue entre la présidente du collège ou la directrice du collège avec une fille qui s'appelle Laïla. Et donc, c'est un peu, enfin, c'est tout leur dialogue, leur confrontation, parce que Laïla est une très bonne élève qui est en troisième, et la directrice de l'établissement, bon, elle est gênée parce que d'un côté, elle aurait voulu vraiment la pousser pour aller dans un bon lycée parisien, etc. Mais en même temps, elle est obligée de suivre les Ah oui, directives. elle avait Et le les ministère directives sont derrière. claires. Eh On oui. leur dit, dès qu'il y a la moindre histoire de jupe, c'est sanction immédiate, sans, c'est pas du sursis, c'est sanction, voilà. Et donc, en même temps, Laïla, la collégienne, elle joue un peu la soumission, bien sûr, parce qu'elle est face à la directrice, mais en même temps, elle lui dit, mais madame, c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Comment vous voulez, parce que c'est pas écrit. C'est ça le problème. Comment pouvez-vous me condamner à sur quelque chose qui n'est pas dans un texte? Montrez-moi le texte. Et la directrice est coincée. Et à un moment donné, la directrice est obligée de lui dire, écoute Laïla, tu sais, ne joue pas au plus malin avec nous. Parce que si jamais tu joues au plus fin, si tu te crois maligne, tu peux oublier, tu peux dire adieu à tes études. Parce que le ministère de l'Éducation, il te poursuivra et il t'empêchera de faire quoi que ce soit. Donc, tu as intérêt à obéir, à subir et à fermer la parenthèse. Voilà. Et oui, Donc, en derrière fait, Laïla, en fait, c'était tout le problème des jupes longues et puis ensuite des abayas qui est arrivé, où en fait, la jupe longue n'a pas du tout d'interdiction à la base. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Ils vont inventer un délit, le délit de la jupe longue, et c'est un peu ce que tu reprends à travers ton livre. Est-ce que tu as un paragraphe que tu voudrais nous citer? alors voilà. Donc, elle lui dit, la directrice, je le dis dans l'intérêt de tous et du tien en particulier, insista la principale avec une nuance de menace. Personne n'a intérêt à se mettre à dos l'éducation nationale. On peut remporter une manche, mais le prix à payer sera élevé. Le collège en paiera le prix en matière de subvention et de répression. On suivra les dossiers de tes frères et sœurs. Quant à toi, tu pourras dire adieu à un cursus secondaire de qualité. L'éducation nationale constitue un corps unique et solidaire. Ton nom restera dans les annales et les collègues ne manqueront pas une occasion de te le faire sentir. Ouais. Donc voilà. Ça fait penser au Covid un peu tout ça, là. Si tu ne te vaccines Oui, pas, tu vas perdre ton travail, tu vas faire ci, tu vas faire ça. et donc, Laïla, elle s'en va, elle sait qu'elle a 2 jours de mise à pied, bon, elle assume, et elle appelle, et justement, c'est là où on apprend qu'elle est téléguidée par un avocat voilà, qui avait envie de se battre. Oui. Et donc, Laïla lui dit, alors, Alors Leïla, c'est justement le personnage qu'il va prendre, qui est en fait, qui va faire un débat, enfin pas un débat, qui va être confronté à sa principale voilà. et Donc, Laïla, elle dit à l'avocat qui a envie d'organiser la résistance, et lui dit, écoute, je vais te parler franchement, j'ai envie de faire de bonnes études, c'est ma priorité, et ça commence par un bon lycée l'année prochaine. Alors, je n'ai pas envie de me mettre à dos l'administration. C'est le combat du pot de terre. Tu sais, la principale ne demande que ça, que je rentre dans le rang pour passer l'éponge. C'est un combat qui me dépasse, qui dépasse ma petite personne. Tu comprends? Et après, elle lui dit, cela dit, je ne comprends pas la lâcheté de tous ces gens bien établis. Elle parle des Maghrébins bien établis, bien sûr. avocats, médecins, ingénieurs, qu'ils se battent. Et ces centaines ou milliers d'avocats de la communauté, pourquoi ils ne bougent pas? Voilà, donc c'est un peu, je pose le problème de cette Tonton, nouvelle. c'est tout le problème finalement que l'on dénonce depuis longtemps. C'est Voilà, quoi cette pose espèce le d'intelligence problème de arabe? l'organisation maghrébine, etc. Et écoute, Abdel, moi je te propose qu'on arrête aujourd'hui et Oui. qu'on reprend les trois autres nouvelles
la fois d'après, d'accord? Comme ça D'accord. permet aux gens d'aller se préparer pour le phtor et tout. Exactement. Voilà. Exactement. Évidemment, c'est important. Alors, juste avant, parce qu'on a encore 5-10 minutes, Oui, justement, cette histoire d'organisation, on ne va pas parler de celle dans ton cas, mais quand même, tu avais cerné très tôt qu'il fallait mettre une organisation. Alors, le problème de maintenant, c'est que tu ne peux plus faire ça sans être traité de radicaliste, d'islamiste, et du coup, tu te retrouves. Mais il y a un truc qui me choque, tonton. oui, Comment se fait-il que les musulmans, les maghrébins, euh, soient aussi désorganisés, ils sont aussi peu fraternels, ils sont oui, aussi peu déterminés dans la lutte. Je suis stupéfait. J'ai vu des vrais vaillants dans la communauté, des gens dans la oui. rue qui organisaient des trucs et tout. Mais de façon générale, ceux qui ont fait des études, tout ça, je les trouve d'une lâcheté, mais impressionnante. Mais vraiment impressionnante. Oui, 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 tout à fait, oui. Et malheureusement, parce que ils sont tellement nombreux, il y a tellement de centaines de milliers de gens qui sont éduqués, qui ont des diplômes. S'ils s'organisaient, je vous assure qu'ils pourraient, Ah oui, comment dire, ils pourraient dégager le CRIF en un an ou deux. oui, Voilà. c'est vrai. Mais malheureusement, ils sont divisés, désorganisés, et surtout, à mon avis, il y a un fait qu'ils ne sont pas débarrassés de leur complexe du colonisé. Ah, C'est-à-dire que, exactement. d'ailleurs, j'ai une nouvelle qui s'appelle le complexe du colonisé. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, on en reparlera une autre fois. Le complexe du colonisé, c'est quoi? C'est-à-dire que ils n'ont pas cette impression, ils n'ont pas cette conviction bien ancrée en eux qu'ils sont des citoyens à part entière et qui peuvent se battre. Donc, quand on leur dit, eh, attention, hein, là vous, allez dans le séparatisme, attention, hein, oui, 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 pardon, pardon, pardon. Et donc, voilà, en fait, c'est ça leur problème. Voilà. Et Les je juifs crois sont organisés en tant que juifs. Ils ont des écoles juives, ils ont des quartiers juifs, ils ont exactement. des Voilà. trucs. Eux, c'est pas du séparatisme. Mais si les Arabes font la même chose, on les traite de séparatisme. Mais la question, c'est, vu le nombre que l'on est, vu la force de frappe que l'on a en France en termes de Exactement. Exactement. rapport économique et tout, pourquoi il n'y a pas. Alors, je vais te poser ma question, parce que Malcolm X, finalement, c'est ce Oui. qu'il a fait. Il a réussi à avoir des Noirs qui étaient comme les Maghrébins et il a réussi finalement à faire converger tout ça. Donc, la question, c'est pourquoi, quand il y a des gens comme nous qui organisons des choses, qui sont leaders, etc., pourquoi on se retrouve seul au final? Est-ce que c'est que parce qu'il y a de la jalousie ou est-ce que finalement c'est parce que ce que tu as dit, la peur Alors, et la perte de bon, confiance en soi? j'ai parlé de la peur, mais je vais parler d'un autre élément, c'est que les Maghrébins n'arrivent pas à se transcender et à transcender leurs combats, leurs petits combats comme ça, d'ici et là, dans une cause commune. Voilà, Oui. c'est-à-dire, euh, il y a, on pourrait mettre tout le monde d'accord sur deux choses. Créer une organisation qui défend deux choses. La place de l'islam et des musulmans, la dignité de l'islam et des musulmans en France, qui dépasse tout le monde, qui intéresse tout le monde, et la défense de la Palestine. Et moi, j'ai souvent proposé, enfin, il y a longtemps, je disais que, d'ailleurs, j'ai même publié un roman qui s'appelle, bon, je suis un petit peu fatigué peut-être, j'en parlerai une autre fois. Et en fait, vous savez, j'ai souvent dit, j'ai fait une conférence très importante à Marseille en 2015 avec Soral sur ce Oui, problème-là, justement. Et je leur disais, voilà, le CRI vous a déclaré la guerre. Alors vous avez le choix entre deux choses, entre deux attitudes, ou vous soumettre ou résister. Donc la résistance, ça consisterait en quoi? Et je disais, voilà, les Juifs sont très bien organisés. Faites comme eux. Regardez comment ils sont organisés. Pourquoi ils sont organisés comment? Ils ont une institution qui regroupe, qui chapeaute tout le monde. Toutes les tendances, toutes les origines, etc. Pourquoi les Maghrébins ne feraient pas ça? C'est-à-dire, ils éliraient, ils choisiraient une organisation qui défend uniquement l'islam et la Palestine, et
toutes les institutions, tous les partis politiques, etc., garderont leur autonomie. Ils sont berbères, ils sont marocains, ils sont algériens, ils sont kabyles, ils sont tout ce que vous voulez, ils sont de gauche, ils sont religieux, ils ne sont pas religieux, mais qu'il y ait cette union de toutes les forces dans une seule organisation qui défend l'islam ou les Maghrébins, enfin, ou la place des musulmans en France et la Palestine. Voilà. Et il faut qu'ils prennent conscience que s'ils ne font pas ça, ils n'y arriveront jamais. Par contre, s'ils le font, eh ben, ils auront une force extraordinaire. Voilà. Ben, c'est ce qu'a essayé de faire Baraka City et d'autres. D'ailleurs, le CCIF aussi, ils les ont coupés. Mais il faut dire en fait qu'il faut être plus fort que ça. C'est-à-dire il faut avoir il faut être plus malin. Mais tu sais, là maintenant, avec Darmanin et avec toute cette clique et tout ça, franchement, vraiment, je ne vois pas comment tu peux faire ça. Non, mais Moi, on peut le battre. Non, je suis désolé, Abdel. S'il y avait une organisation, mettons par exemple, enfin, je ne veux pas citer de nom parce que ouais, on, ouais, ouais. C'est bon, vrai, je tu as veux pas raison, tu as citer de nom. raison. Mais je ne sais pas, je pense que ça n'existe plus, mais il y a eu un moment, un avocat qui s'appelle Karim, Achoui. bon, hein? Karim Achoui. Voilà. Je l'avais rencontré en Lui, il a 2000. fait la LDJM. Ouais, je vois Voilà, que. Oui, je voilà, vois. je l'avais rencontré en 2012 à Saint-Germain-des-Prés, là où j'ai voulu faire une conférence, etc. Bon. Je prends un exemple. S'il vous plaît, je n'ai rien, je ne l'ai plus rencontré depuis. Je n'ai pas d'action. D'accord. Mais si on prenait une organisation comme ça, par exemple, quelqu'un qui est capable, qui veut défendre, qui veut s'engager, etc. Et toutes les associations se mettent derrière lui, c'est-à-dire qu'il ait, mettons, 500 000, un demi-million de membres, ou 1 million de membres, qui donnent chacun 20 euros leur abonnement annuel, qu'il ait un budget de 20 millions d'euros. Ça veut dire qu'il peut engager 5 000 avocats, qu'il peut engager 500 publicitaires, qu'il peut, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'il ait une espèce d'armée, voilà, à sa disposition. Et tous ceux qui vont lui apporter son soutien, ils gardent leur autonomie. Ça veut dire toutes les associations, tous les youtubeurs, ils gardent leur autonomie, C'est ce mais que ils font les défendent. juifs d'ailleurs. Hein. C'est ce que font les Pardon. juifs. Enfin, c'est ce que font les Voilà, juifs. exactement, c'est ce que je leur dis. Faites comme, et c'est exactement ce que fait le CRIF. Ouais. Mais pourquoi les Maghrébins ne franchissent pas ce pas pour le faire? Voilà, moi, c'est ça Écoute, qui. on a compté beaucoup sur Tariq Ramadan. Je te dis pas, je te dis la vérité. D'ailleurs, c'est une des critiques que j'ai eues avec lui. Et je lui ai dit, tu sais, droit dans les yeux, je lui ai dit, moi, je t'en veux parce que tu t'es contenté du poste le plus bidon, quoi. C'est-à-dire, tu transmets la religion. Mais lui était en capacité d'organiser à l'échelle Voilà, européenne une lui aussi, organisation. il est en capacité. Le CCIF est en capacité d'organiser. C'est-à-dire, il a le sens du combat, ils veulent aller au bout de leurs convictions, etc. Il y a comme ça 3 ou 4 personnalités, enfin, mais il faut se mettre dans la tête de tous ces youtubeurs. J'ai envie de leur dire, arrêtez, enfin, c'est pas Ouais. arrêter, continuez votre petit bonhomme de chemin, vos quelques milliers etc., d'abonnés, Écoutez les mais, TikTokers là, écoutez bien ce qu'il mais, va vous dire. mais regardez plus haut. Accordez, accordez-vous sur une organisation commune, sur une personne commune, et aidez cette personne, cette organisation, donnez-lui du budget, faites en sorte que la plupart des Maghrébins y adhèrent, voilà, juste qu'ils adhèrent, voilà. Et Tonton, je montrez. te montre, entre parenthèses, je te montre ce que tu as dit, c'est-à-dire que en 2014, moi j'ai réussi en tout cas hein, sur mon territoire et même dans les villes à côté, on a réussi à agréger des tas de forces incroyables. Et là, ce que tu vois par exemple, c'est tout un mouvement de musulmans, de maghrébins avec quelques Français qui vont, Français non maghrébins, non musulmans, qui vont se mettre ensemble. Et là, tu as vu la différence? Tu as des pancartes, tu as des banderoles, tu as des sonos, tu as des organisateurs, tu as des gens qui font ci, tu as des gens qui réfléchissent à ça. C'est-à-dire que d'un coup, tu te retrouves avec un mouvement d'une puissance incroyable et ce qui fait qu'on a pu aller dans énormément de magasins, parler à énormément de directeurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mouvement. Là, je te montre, par exemple, on est dans le magasin, on est dans Auchan, on a Oui, fait oui. ça, Leclerc et tout. Et c'est un peu ce que dit tonton. Et là, on a même pu ouvrir les produits. Regarde, tonton, on a ouvert pour 60 et quelques mille euros de produits.
et ils ont eu peur de nous attaquer en justice. T'imagines Auchan qui n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, si vous vous attaquez à Abdel Zahiri, il va y avoir un boycott immense qui va être lancé contre Auchan et vous n'allez pas gagner à la fin. Oui, et il faut faire un travail de, par exemple, on a besoin d'avocats. La communauté maghrébine, enfin, je veux dire, si on veut lancer ce combat, on a besoin d'avocats. Par exemple, eh ben, il faut prendre la liste de tous les avocats qui ont une consonance maghrébine. Et il faut leur dire, voilà, nous allons organiser pour défendre nos intérêts, etc. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on peut vous mettre dans la liste de ceux qui seraient susceptibles? Il faut être offensif. Voilà comment font les Juifs. Je regarde, il faut être offensif, il faut aller les chercher un par un, il faut aller chercher les universitaires, etc., etc. Exactement. Alors, évidemment, là, ce qu'a donné Jacob Cohen, c'est le programme Malcolm X, hein, les Black Panthers, c'est tout un tas de systèmes. Mais on ne peut pas échapper à ça. Ça veut dire que si on veut être un jour respecté et pouvoir que nos enfants vivent autrement que dans l'indignité de ce qu'ils vont le faire, on est obligé de commencer à s'organiser, à se mettre ensemble. Et là, par exemple, je parle aux TikTokers qui nous écoutent. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas être leader. Et le problème, c'est que beaucoup de gens veulent être des leaders maintenant, mais en fait, en forçant les choses. C'est pas par leur courage, c'est pas par leur détermination, c'est pas parce qu'ils ont brillé sur le terrain, c'est pas parce qu'ils ont montré que dans leur façon intelligente, ils venaient proposer des trucs de fou. Aujourd'hui, les leaders de maintenant, c'est simplement les mecs qui lancent un live et qui disent je suis l'hôte du live, je suis le patron. Mais le patron, c'était quelque chose qui se méritait. Il fallait mériter d'être des gens. Il fallait affronter, par exemple, les autorités publiques. Il fallait être intelligent face à eux. Et malheureusement, on a tout un tas de leaders qui, dès qu'il y a l'embrouille, hop, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent, ils s'écrasent et ils disparaissent. Et c'est ça le problème. Notre communauté veut être des leaders, mais plus comme à l'époque. C'est-à-dire, c'est plus des gens qui méritent. Et moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit méditer et arrêter notre jalousie. Il y a des gens qui sont 100 fois plus capables que vous pour mener des mouvements, mais le problème, c'est que quand il faut les suivre après, on ne les suit pas. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas dans mon parcours de militant, c'est qu'au fond, on avait tout pour réussir. Il y avait le monde, on avait toutes les excuses possibles de nous mettre ensemble, mais à la fin, on ne se mettait pas ensemble. Et d'ailleurs, Jacob Cohen a vécu la même chose, puisque finalement, le projet de la jupe, il n'a pas pu l'amener jusqu'au bout, non pas parce que lui n'était pas déterminé, mais c'est parce qu'il n'a pas trouvé en face la résonance et la capacité de pouvoir le faire. En tout cas, tonton, c'est un vrai problème. Mais moi, je pense que c'est mort. Je pense qu'il faut partir de France, tonton. Moi, je pense que la France, là, maintenant, il veut nous rentrer en guerre et tout. Je veux dire, l'avenir. D'ailleurs, il y a un Maghrébin qui a créé il y a quelques jours une espèce de, je sais pas, d'organisation, de défense de droit. Enfin, je ne sais plus comment. Enfin bon, je vais essayer de retrouver son nom et son projet. Voilà. Bon, on reprendra notre conversation lorsqu'on étudiera les 3 autres nouvelles. Ok. Et d'ici là, je vous souhaite un bon ftour et le meilleur pour vous et vos proches. Merci beaucoup, Jacob Cohen. Tu as vu, il pense même à nous, Ramadan et tout. Ah, la classe, tonton. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, tu me renvoies juste. Tu peux me dire hein, quand est-ce que tu es dispo la prochaine. On peut le faire. Il faudrait que ce soit pas trop long pour qu'on ne puisse pas perdre le fil du premier. Mais, la semaine prochaine, peut-être mardi ou mercredi, je ne sais pas. Allez, tu m'envoies quand tu es dispo et puis on met ça en place. Donc, voilà, vous le savez. Merci beaucoup, tonton. Je te mets un truc, tiens, qui. C'est le peace and love entre les Arabes, tonton. Tu connais ça par cœur. Jacob Cohen qui était parmi nous. Merci beaucoup, tonton. Je te dis à la prochaine, Inch'Allah. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Salam. Les nouvelles judéo-maghrébines, eh oui, c'est pour vous. Alors, en attendant, évidemment, que le ftour arrive, je vais vous occuper, tel un troubadour, faire mon petit boulot. En tout cas, tonton Jacob, exceptionnel, comme d'habitude. De toute façon, il fait partie de ces gens, je vous ai dit, hein, ils sont 100 fois plus combattants que nous. Par exemple, c'est pour ça que je disais aux gens, attention, quand vous dites les juifs, attention, parce que ne serait-ce que mettre des tontons Jacob dans la même sac que des salopards de sionistes, franchement, c'est honteux pour nous. On doit comprendre que dans le mouvement juif, il y a tout un tas de juifs qui sont beaucoup plus en avant-garde de la lutte que nous. Alors c'est vrai, le fait qu'ils soient juifs, peut-être ça les protège un peu et qu'ils peuvent faire plus de choses. Mais ces gens-là, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans la lutte. Et ils dénoncent grave, et ils disent des choses graves, et ils sont dans la lutte grave avec nous. C'est pour ça que toujours,
au fond de vous, vous devez dissocier les juifs des sionistes. Même si, évidemment, dans la vie de tous les jours, on vous dira que si vous êtes anti-sioniste, donc vous êtes antisémite. Oui, ils vont essayer ça, ils vont jouer sur ça, mais il faut évidemment parcourir. Alors, avec Tonton, on parlera une prochaine fois, mais là, moi, en tant que leader de la lutte, en tant que leader de mouvement dans lequel je me suis inscrit sur des tas et des tas de trucs, je vous dis, barrez-vous. Barrez-vous. Français ou pas, musulman ou pas, barrez-vous de France. Vous n'êtes pas assez solide. Et vous savez pourquoi je vous dis de vous barrer? C'est pas parce que vous ne pouvez pas vivre sous domination. On est déjà sous domination. Donc finalement, on peut vivre les QR codes, on peut vivre le truc numérique, on peut vivre à quatre pattes, on peut même ramper. S'ils veulent nous faire ramper, je vous assure que vous allez tous ramper. C'est pas un problème. Ils trouveront ton fils, ton école, ton truc. Ils trouveront le moyen. En fait, le truc, c'est barrez-vous. Pourquoi? Parce que d'un point de vue religieux, vous allez finir en enfer si vous restez avec eux. Parce qu'ils vont vous faire détourner de votre religion. Et c'est déjà le cas. Ils ont déjà détourné des imams. Ils ont détourné des gens importants. Donc, c'est là pour laquelle il faut partir. Tu peux être esclave dans n'importe quel pays que tu veux, c'est une chose. Mais être esclave et pouvoir encore lire le Coran, encore pratiquer, c'est pas pareil que de pouvoir plus rien faire. C'est ça le défi que vous avez en face. Des fois, nous, on parle, on dit, vous allez vivre... Oui, d'accord, mais tout ça, tu peux le vivre. Il y a des gens qui vivent sous la guerre. Regarde, Gaza, ils sont sous la guerre en plein Ramadan. Ils y arrivent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, toi, c'est pareil. Quand tu n'auras pas le choix, tu vas vivre tout ce qu'ils vont te dire. Pendant les nazis, il y en a qui vivaient dans des caves cachées. Et toi aussi, tu vas le faire si tu es en danger. Mais tu vas perdre ta religion. Parce que tu ne peux pas garder les deux. C'est impossible. Et tu ne peux pas garder les deux. Ils ont une cellule qui s'appelle Alat. Alat. Alat et Hudza. Alat et Ulza. Vous savez ce que c'est Alat et Ulza? Non. Eh ben, il faut suivre les émissions que j'ai faites. Parce que dans les émissions que j'ai faites, je vais vous parler justement de toute cette période. La période du prophète sallam, la période pré-islamique, la période des 4 califes, la période de Omeyyades, la période des Abbassides, la période de Koudou, la période des Ottomans. Tout ça, ça nous dit un petit peu sur d'où nous venons et ce que nous avons. Et vous, c'est ça qui vont évidemment vous être en place. Il existe aujourd'hui au sein de la cellule antiterroriste c'est un truc de fou, j'ose même pas le mot, des gens qui veulent lutter contre la radicalisation. On est dans des cellules antiterroristes pour lutter contre la radicalisation de quoi? Finalement, de tous ces enfants qui vont être éduqués dans la religion musulmane. Vous n'êtes pas prêts à vivre sans vos enfants. Vous allez souffrir le martyre. Vos larmes, ils vont pleurer comme toutes ces mamans qui pleurent des larmes de sang. Pourquoi? Parce qu'elles se disent « Aïe, 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 je ne savais pas tout ça. » Mais maintenant, vous le savez. Maintenant, vous le savez. Vous allez vous taire, vous n'allez rien gagner. Vous allez ouvrir votre gueule, vous n'allez rien gagner. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, de toute façon, tu es perdant. Alors, si tu as encore un brin d'amour pour ta religion, et pour toi, et pour les tiens, ben, tu es obligé dans ta tête de te dire, ouais, faut que j'arrête de faire celui qui... parce qu'ici, il y a les hôpitaux, parce qu'ici, il y a le RSA, parce que s'il y a ci, il y a ça. Et toi, tu n'as pas de Dieu, toi. Toi, tu n'as pas Allah, tu n'as pas un créateur, tu n'as pas de foi. C'est quoi ces raisonnements pourris, là? Ouais, je vais aller au Maroc, mais au Maroc, il n'y a pas les hôpitaux. Arrête tes conneries, putain. Astaghfirullah. Je dis putain, moi. Astaghfirullah. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. La guidée, la santé, tout ça. Arrête tes conneries. En tout cas, Abdel Zahiri 161 pour suivre les émissions si vous voulez. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous tous les jours. On essaye en tout cas. Et pendant le Ramadan, on fait ces réunions de l'après-midi. J'ai évidemment quelques nouveautés à vous montrer. Comme d'habitude, on va commencer avec quelques-uns. Toujours pareil, un petit peu de rigolade dans ce monde de fou. C'est les chats. Regardez-moi les chats. Hop, 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 hop. Le chat est l'animal le plus impressionnant que tu peux avoir. Il s'adapte à tout. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il est... Bon, alors vous avez évidemment tous ces gens qui font des choses intéressantes. Après, tu as l'aggoun. Tu as toujours le chat aggoun. Hein. Ça, c'est un peu comme le musulman qui comprend rien à la vie, tu vois. Tu as le musulman voilà, tu vois, qui s'adapte. Et tu as le Hagoun là-bas qui se fait dégager du truc. Il n'a pas capté qu'il fallait marcher. Mais l'autre, eh ben, il a compris que ça faisait de l'exercice. Et d'un coup, eh ben, on fait de l'exercice. Mais l'autre Hagoun, il n'a pas compris, tu vois. Tu as le Hagoun de hop, et l'autre, vraiment l'autre Hagoun. Allez, tiens, je vais m'amuser avec le
avec le farfara. Ah, c'est impressionnant les chats, je vous le dis, moi. Tu regardes les chats, moi j'en ai eu, chauffe, voilà, ils te changent un peu l'heure, bah oui, c'est bien. Pas assez, pas assez. Là, maintenant, c'est bon. Tu la goune. La goune pour de bon. On continue toujours évidemment dans l'actualité chelou, c'est ce combat-là. Regardez un peu. Alors le mec, il danse, il s'éclate, Get. Get, il s'éclate, il danse. De batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Canto y así curo mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad. Tic-tac suena el reloj y recuerdo que no debo perder el poco. Le mec, il combat, il danse en même temps, il chante, il ch'tah. Vraiment le foutage de gueule. Hein. Ah là, évidemment, t'as aussi ça, là, ça. Allah. Ah, sallallahu alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah, sallallahu alayhi. Ah là là, le monde de fou. Heureusement. Bon, le live n'arrête pas d'être signalé sur TikTok. Hein, ça va sûrement couper dans pas longtemps. Hein. On continue toujours. Macron dira « Tous les hommes en âge de combattre iront affronter Poutine ». Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon? Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Quand Macron dira « Tous les hommes en âge de combattre iront affronter Poutine ». Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas. Alors, évidemment, je vous ai mis ça pour dire, vous avez vu, on l'a tous critiqué. Oh, je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis pas blanc. On s'arrête là, c'est bientôt le repas. Non, mais tu te rends compte, le mec, il a pété les plombs, quoi. Je suis pas un homme. Mais maintenant que Macron il a dit tous les hommes devront aller à la guerre, je suis pas un homme. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Est-ce que les trans, ils vont y aller? Tu sais, ceux qui sont changés en femmes. Oh, c'est excellent. Tu sais, l'autre, elle va y aller avec ses nichons en l'air et tout, mais en fait, c'est un homme. Oh putain, là, c'est pas bon. Là, il faut que j'arrête de réfléchir. Astaghfirullah, ya Rabbi. Ya Rabbi, astaghfirullah. Il faut remettre un petit peu de piété parce que là, ça y est, je pars en live et évidemment, quand tu cherches la piété, tu reviens vers l'essentiel. Limite d'âge pour 10 minutes sur TikTok. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Wallah, ils n'arrêtent pas de me harceler. Alors, si on cherche la limite d'âge, si on cherche surtout comment. Hop, 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 je vais aller chercher ce qu'il faut. Attendez, ouais, les amis. Oh, pas laisser dire n'importe quoi quand même dans ce monde-là. Allez, tiens, un peu de. On retrouve un petit peu le moral. Il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Allez, pour ceux qui n'ont pas écouté le Coran de la journée, grâce à moi, vous allez avoir un petit peu de hasanat. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ. Alors évidemment, c'est sur cette récitation magnifique qui nous replonge finalement vers l'essentiel. Tout ce monde-là va détruire et puis on va rendre des comptes et puis ça va être finalement
Il va y avoir tout derrière cette compréhension, c'est que nous sommes que de passage, le monde est ainsi fait, peu importe qu'ils se détruisent, qu'il va y avoir plein de gosses, etc., qui vont mourir, des gens qui vont crever de faim, l'essentiel c'est qu'est-ce que toi, dans cet univers-là, dans cette réalité-là, qu'est-ce que toi, tu as fait par tes actes, par tes paroles, par tout un ensemble d'engagements que tu vas prendre. Et c'est un peu notre engagement. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Hein, on n'est pas là parce qu'on se fait guinguette. Hein. On est là parce que justement, on témoigne devant les anges qui sont là à notre droite et à notre gauche, devant Dieu, le Tout-Puissant, et devant évidemment vous tous, que l'on se désolidarise de tous ces kabbalistes et sataniques et que, à notre manière, on fait ce que l'on peut. Alors, je vais vous amener avec la compréhension du Coran, je vais vous amener vers cette France d'avant. Rappelle-toi, à travers quelques images de Lyon. Attention, c'est triste. C'est très triste. Ah bah attends, j'ai perdu le truc. Ah oui, là. فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد Donc, ce que nous allons voir un petit peu, c'est une certaine époque de la France. Et là, ce que vous allez voir, c'est que dans les années 1900, vous allez voir, la France, elle était classe quand même. Ils avaient tous des costards, même quand ils font du vélo. Ils ont tous la tête couverte, le chapeau. Quand tu penses maintenant à toute la campagne qu'ils le font sur les maghrébines, sur ceux qui portent le foulard. Et quand tu vois, avant, regarde, ils avaient tous la tête couverte. Ils étaient tous en costard, la classe. Dans cette France-là, il y avait des valeurs. Il y avait la présence de Dieu dans le quotidien. Dans cette France-là, la chrétienté avait du sens. Les femmes étaient toutes en jupe longue. Elles ne montraient pas leurs cuisses ou leur dos. Parce que dans cette France-là, il y avait des valeurs. Il y avait le message de Jésus qui était là. Nous sommes 100 ans après la révolution des francs-maçons. Mais la France, elle était encore là. Et d'ailleurs, elle savait s'amuser aussi. Regarde-moi. Je t'ai dit encore, en costard, quoi qu'il fasse. Tac, tac. Tiens, regarde, l'autre, il tombe. Tu crois qu'il va se lever, taper tout le monde? Non, il va prendre de la neige. Et regarde, c'est la muse, c'est la joie. Et les femmes, elles sont là, elles se battent aussi, tu vois. C'est la guerre des gueux, c'est la guerre des boutons. Oh, c'était beau. Ah, la France d'avant. Eh oui. C'est tout ça qui a été perdu. Parce qu'on a laissé rentrer la cabale. Et conclusion, regardez où on en est maintenant. Mais ça fait pas plaisir de voir, là, c'est la France, là. Là, t'as vu, j'ai envie d'y être, là. Oh, c'est quoi ça? Les gens costards, les femmes en jupe. La perversité n'était pas encore là. Imagine, tu vas voir ces gens-là et tu leur dis, oh, tu sais qu'on apprend le sexe à l'école maintenant. Ils vont te dire, quoi? Comment ça? Ouais, ils apprennent le sexe à l'école. Mais à l'époque, ils n'étaient pas tordus. Attention, 1897, attention, le choc thermique. Vous êtes prêts? 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 Allez, on y va. Le film Matrix, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un documentaire. Chaque humain, et c'est un fait, chaque humain, lors des 7 premières années, est télécharge en hypnose. Le cerveau d'un enfant, en dessous de 7 ans, est dans une fréquence de vibration plus basse. Quand vous mettez les fils sur la tête de la personne, vous lisez un électroencéphalographe qui lit les activités cérébrales. Un enfant en dessous de 7 ans a une vibration plus basse que la conscience. C'est appelé Theta. Theta, c'est l'imagination.
Oh, c'est comme les enfants qui jouent à la dinette avec des tartes à la boue. Mais pour eux, c'est une chose réelle. Un enfant monte sur un balai, c'est un cheval. C'est ça, Theta, l'imagination. Theta, c'est aussi l'hypnose. Et l'idée, c'est ça. Avant que vous ne pouviez devenir conscient, si vous n'avez pas de programme, de quoi allez-vous être conscient? C'est un peu comme si j'achète un nouvel iPod, je le sors de la boîte, j'appuie sur Play, rien ne se passe. Et vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai dépensé tout cet argent et cette saleté ne fonctionne pas. Et ensuite, un petit enfant de 7 ans arrive et dit, monsieur, vous n'avez téléchargé aucune musique, comment est-ce que vous allez jouer quelque chose? Et je me dis, c'est la même chose. C'est comme si le cerveau est l'iPod et la conscience est l'écran où je peux créer. Mais si je n'ai rien dans le disque dur, je ne peux pas créer. Donc la nature fait les 7 premières années. Comment? Quelles sortes de programmes sont requis pour vivre sur cette planète? Je dis, comment vous les obtenez? Theta, c'est l'hypnose. Vous regardez juste. Vous regardez vos parents, vous regardez vos frères et sœurs et votre communauté. Parce que vous devez apprendre. Combien de milliers de règles? Pensez-y. Juste pour être un membre fonctionnel d'une famille et un membre fonctionnel d'une communauté, il y a des règles. Vous devez apprendre ces règles à un enfant. Je dis, vous n'avez pas à le faire. Les 7 premières années, ils observent et ils téléchargent. Et après, je dis, pourquoi est-ce pertinent? Parce que c'est un fait regrettable. 99% de notre vie, c'est un fait. Vient de ces programmes dans le subconscient. Tous les jours, vous utilisez seulement environ 5% de votre vie consciemment. 99%. Le film Matrix. 99% de notre vie, de la vie de vos enfants, vont être basés sur cette période de l'inconscient, donc cette période de 0 à 7 ans. Ce que vous allez leur apprendre, l'amour que vous allez leur donner, tout ça va forger l'être qu'ils sont. Et ben, tu comprends maintenant pourquoi ils veulent être à l'école dès 0. Tu sais, ils disent dès 0 ans. Ils disent même pas 1 an. Ils lui laissent même pas un peu de répit. Dès 0, c'est-à-dire dès que tu le sors, ça y est, le bébé, il est là. Allez hop, sexualité. Sexualité, ça y est. On va apprendre à un gosse de 6 mois la sexualité. Alors tu te dis, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ben, la plupart sont que des LGBTistes. Donc je ne sais même pas s'ils ont eu un enfant. Mais c'est pour te dire à quel point c'est des fous furieux. Mais ils vont vous entraîner dans leur perte. C'est sûr et certain. Ne pensez pas que vous êtes fort, que vous allez résister. Vous allez résister de rien du tout, je vous le dis maintenant. Vous n'êtes pas fort. Wallah, vous n'êtes pas fort. Certains sont kamikazes, mais vous n'êtes pas fort. Vous aurez passé une vie de militant, j'aurais pu vous dire oui. Parce que passer une vie de militant, traverser le temps dans la même optique de lutter contre toutes ces injustices, je vous dis, vous êtes fort. Mais vous n'êtes pas des militants. Vous n'êtes pas des militants, vous êtes des aboyeurs d'Internet. Et un aboyeur d'Internet, il suffit juste que tu coupes le courant, il est mort. Mais les militants, tu peux les jeter au fin fond du désert, ils trouveront, ils s'adapteront, ils repartiront. S'ils ne sont pas évidemment flingués. Mais bon, c'est pour vous dire, laissez tomber. Prenez vos gosses. Si vous êtes enceinte, vous accouchez votre gosse en Europe et puis vous partez direct. Voilà. Comme ça, le petit sera né en France. Il pourra voyager s'il veut plus tard voyager dans le monde de je ne sais où. Et puis après, barrez-vous. Barrez-vous. Encore une fois, je vous redis le mot. Barrez-vous, mesdames, vous. Il faut convaincre votre mari parce que vous, s'il reste encore un peu, il vous reste encore un peu l'amour des enfants. Hein. Ah, il faut vraiment. Barrez-vous. Voilà, c'est le mot. Il n'y a plus rien à faire là. C'est pas possible. En tout cas, je vais souhaiter évidemment à tout le monde, sahaftorkum, hein, qu'Allah évidemment accepte votre jeûne, accepte le ramadan, enfin qu'il accepte notre jeûne à nous tous. Tu sais, moi ça y est, je suis au bled, on dirait je parle à vous là-bas, qu'il accepte votre jeûne, votre ramadan, votre ruku', votre sujoud, vos prières évidemment, vos invocations, qu'il accepte aussi de vous apporter, qui vous apporte sa bénédiction, sa protection, parce que vous allez en avoir besoin. C'est très important que ce ramadan-là, qui pour moi est l'un des derniers que vous pouvez encore faire en France de la sorte, parce que ça change tellement vite que l'année prochaine, à cette même période, j'ose même pas dire comment va être le ramadan, tu vois. Ils auront peut-être même inventé interdiction d'abattre les animaux en égorgeant. Ah, ils sont capables, hein. Ils sont à l'affût de tout parce qu'il faut détruire évidemment la chrétienté et encore plus la religion musulmane parce que c'est elle qui est très active en ce moment. Donc, oui, partez de chez partez. Alors évidemment, il y a Tata, elle me dit partez, ça veut dire prendre la fuite. Oui, prends la fuite. Arbat comme qui dirait. Le prophète, alayhi salatu salam, le prophète de l'islam, bien aimé, guidé, est à la Mecque. Comme nous sommes ici en France. Et puis il est attaqué
comme nous. Et puis on va voir qu'il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont enfermés, comme eux à l'époque. Et d'un coup, il y a la révélation qui arrive. Imagine, tu as l'ange Gabriel, donc c'est l'ange Gabriel. C'est Djibril alayhi salam. Il met à l'amende tout le monde. Tu as Allah. Allah, c'est le créateur de toutes choses. Il veut, il les extermine, mais même pas. Non, il ne va pas exterminer ceux qui vont l'attaquer. Il va dire à son messager, pars. Pourquoi? Pourquoi il lui dit pars? Puisqu'il est le messager de Dieu. Parce que dans notre réalité humaine, quand on est confronté à des dangers, le moindre que vous avez, le moindre, tu sais, instinct de survie, te dit qu'il faut quitter ce danger. Et les fous furieux qui n'ont pas compris ce que c'était que cette république et ces gens qui t'en face, eux, ils vont te dire, bats-toi. Alors, comme ils ne savent pas de quoi on parle, ils vont te dire, bats-toi. Mais imagine qu'en plus, ils savent de quoi ils parlent. Ça veut dire, toi et les quelques gens qui sont avec toi, dans une réalité d'un monde complètement abrutisé, complètement lâche, il va te dire à toi, va te battre. Comment ça? Je suis un pigeon, moi? Je suis un pigeon, moi, pour aller avec quelques-uns, je vais risquer ma vie, ma famille et tout ça. Alors que la moitié des gens, ils n'en ont rien à foutre, ils ne sont même pas conscients de ce que tu parles. Et qu'en face, tu as un État qui n'a aucun, pratiquement, si ce n'est Allah, qui n'a aucun rapport de force possible à lui. Ah, j'ai bien dressé le portrait ou pas? Donc moi, je dis à tous ceux qui me disent non, je dis allez-y vous. Ok, allez-y. Allez-y au front. Voilà. Vous voulez pas qu'on parte? Ben, allez-y au front déjà. Et là, évidemment, tu verras qu'il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas grand monde pour aller au front. Parce qu'aller au front, c'est aller à la mort. Parce que c'est ça que ça veut dire. Si tu vas sur ces gens-là frontales, tu vas finir en prison pendant des années, extincté et complètement bousillé. Et à la fin, tu vas mourir comme une espèce de crapaud. Alors, s'il n'y avait pas de solution, ok. Quand il y avait les Allemands, ben oui, les Allemands, ils sont chez toi. Quand il y a les Tsahal, ils sont chez les Palestiniens. Donc, je comprends tout à fait que les Palestiniens, eux, ils ne vont pas partir. Moi, s'il y avait des Allemands en France, ben, jamais on part. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce que tu as, c'est encore pire. C'est pire. Je veux dire, les Allemands, c'était le top. Là, c'est dans le cerveau des gens. Les nazis sont dans la tête des gens. Le sionisme est dans la tête des gens. Il est évidemment dans le pouvoir. Donc, qu'est-ce que je vais te dire, moi? Ben, tu as des enfants. Viens les faire profiter. Wallah, viens, amuse-toi. Laisse-les te dire que c'est mondial et que vous allez tous mourir. Laisse-les te dire ça. Rentre en Algérie. Rentre au Maroc. Rentre en Tunisie. Mets ta confiance en Allah. Change d'état d'esprit. Cherche la simplicité. Et il se peut que, alhamdoulilah, tu vives l'épreuve, mais au moins l'épreuve dans un pays qui ne vient pas t'enlever tes gosses et qui ne va pas bousiller ton esprit. Voilà. Et finalement, c'est peut-être là qu'est le véritable bonheur. C'est encore de pouvoir avoir cette liberté d'esprit, de pouvoir prier ton Créateur dans des bonnes conditions et non plus se faire remarquer. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un sahaf turkoum pour tout le monde. Et puis, on se donnera rendez-vous peut-être tout à l'heure ou peut-être demain. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux TikTok, donc l'on fait tous les soirs, on a cette petite période à nous de rappel, on va dire, historique de la chose, parce que c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas du tout ce que c'est que l'histoire de la civilisation arabo-musulmane, vous ne savez pas du tout ce que c'est que les Omeyyades, vous ne savez pas du tout ce que c'est que les Abbassides, vous ne savez pas du tout qui est Muawiyah, qui est Yazid, vous ne savez pas du tout pourquoi est-ce qu'il a été en guerre avec Ali. À l'époque de Ali, vous ne savez pas du tout qu'il y avait un autre calife avant lui qui s'appelait Othman, qui avait été tué et dont on va accuser finalement les partisans de Ali et donc Ali d'avoir été là-dedans. On va demander les assassins, ça ne va pas être le cas, il va y avoir des guerres entre musulmans, mais vous ne savez pas aussi non plus que le musulman, c'était 11 millions de kilomètres carrés. C'était de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Ça aussi, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas non plus
quels étaient ces personnages clés qui ont joué un rôle important en islam, tous ces rapporteurs du hadith, toutes ces écoles. Bref, tout ça, c'est de l'apprentissage que vous devez savoir pour reprendre un petit peu du sens à votre vie. Parce que tous ceux qui vivent sans cette connaissance-là, je parle évidemment des chrétiens et des musulmans, si vous ne connaissez pas votre religion et si vous ne connaissez pas en fait l'histoire de votre religion, quelque part, vous êtes un petit peu comme ces moutons. C'est-à-dire, vous êtes là, vous avez une certaine compréhension, mais en vérité, elle est complètement dénuée de globalité. Donc oui, je suis musulman, sans savoir réellement ce que ça veut dire. Oui, je suis du Maghreb, sans rien connaître du Maghreb. Oui, eh ben ça, c'est pas assez. Voilà. Par contre, quand vous avez un peu les connaissances de où vous êtes, d'où vous venez, et que vous faites partie d'une large, finalement, grande famille qui était la famille des croyants, et dans ces croyants, la famille des gens du livre, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les juifs, et quand tu vois que finalement, nous avons avant nous encore des peuples et des envoyés, eh bien là, tu te sens moins seul et surtout, tu te sens moins perdu parce qu'au fond, tu vas traverser le temps jusqu'au moment de la résurrection et tout ça, ça prend son sens. Donc, ne soyez pas défaitistes sur ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. Vous ne connaissez pas le peuple de la Chamelle. Vous ne connaissez pas le peuple de Talmud, le peuple de Lot, le peuple de Nouh. Le peuple de Nouh, lui, il a vécu carrément l'extinction. À part ceux qui sont montés sur l'arche, ils sont tous morts. Ils ont tous collapsé, tu vois. Vous ne connaissez pas tous ces peuples qui existaient, Abel et Caïn. Vous ne savez pas le premier meurtre sur terre dont le corbeau est venu montrer. Tout ça pour une histoire de jalousie et pour une histoire de ne pas avoir accepté finalement la décision de Allah. Donc, vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas perdu. Or, en France, vous êtes seul et perdu. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que finalement, ils ont réussi à individualiser une communauté et ils ont réussi à la rendre fragile alors qu'elle a un pouvoir immense. Mais le pouvoir ne peut être que par la connaissance. Ce n'est que la connaissance qui va t'apporter la détermination et la clairvoyance de ce que tu dois faire. Et c'est pour ça que nous sommes faibles. C'est parce que nous ne connaissons pas notre histoire et nous ne connaissons pas finalement le sens de notre but. Je vais m'occuper de ma famille et je vais avoir une maison. Mais tu rigoles ou quoi? Les compagnons du prophète, ils avaient plus de femmes que toi. Toi, tu en as une, ils en avaient 3, 4. Toi, tu as 3 enfants, ils en avaient 8, 9. Mais quand est sonné l'heure de la guerre, il avait le sabre et il était prêt. Est-ce que tu crois que lui s'est dit, je ne vais pas laisser mes femmes et mes enfants quand même? Toi, des fois, j'entends certains me disent, moi j'ai une famille et tout. Comment ça, tu as une famille? Pourquoi avant, ils n'avaient pas de famille? C'est quoi ce délire-là? Ils n'avaient pas de famille? Ils avaient tous des familles. Ils avaient plus de familles que vous. Ils étaient plus responsables que vous. Ils étaient plus au fait que vous. Vous avez des enfants, il y en a la plupart, là, vous ne les calculez même pas. Les divorcés, je ne te raconte même pas. Moi, j'ai plein de familles monoparentales dans le club. Il est où le père? Je ne sais pas, on ne sait pas où il est. Comment ça, tu ne sais pas où il est? Non, ça fait longtemps il est parti. Et puis, quand il y a une femme qui rencontre un autre homme et que lui, il a des enfants, la femme, elle va lui dire, tes enfants, gardez là-bas. Vous ne voyez pas qu'on est devenu pourri. Donc, il y a tout à revoir. Et c'est le soir, c'est ce que l'on vous propose à tous et à toutes. Merci en tout cas tout le monde. Qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et qu'il nous apporte la guidée et le bon comportement en toutes circonstances. Merci à vous, la communauté TikTok. Sahafturkoum. Rendez-vous tout à l'heure, évidemment, ce soir. Après les tarawih, d'ailleurs, les tarawih qui commenceront à la mosquée. Ben oui, mes lives, ils commencent d'abord à la mosquée. Ben oui, on le rappelle quand même. Hein. Donc là, on va prier, on va écouter un petit peu des prières, etc. Et puis ensuite, on se retrouvera le soir ici jusqu'à pas d'heure, le Fajr, pour aller voir un petit peu cette histoire de notre civilisation. Merci tout le monde. Merci Facebook. Merci des lives. Merci YouTube, Twitter. Et VK, comme d'habitude, je vous aime beaucoup. Salam alaikum, tout le monde. Salam. Égalité, fraternité, solidarité, respect, un bout de papier, une préfecture, des préfets, des avocats, des rendez-vous,
demain, y'en a marre. Après-demain, y'en a marre. Après-demain, y'en a marre. Après y a rien, y'en a marre. C'est pas la peine, y'en a marre. Ça pue la haine, y'en a marre. C'est pas la peine, y'en a marre. Ça pue la haine, y'en a marre. C'est du racisme, y'en a marre. Raciste d'État, y'en a marre. Les lois racistes, y'en a marre. Les lois fascistes, y'en a marre. Pouvoir raciste, y'en a marre. Pouvoir fasciste, y'en a marre. Le Sarkozy, y'en a marre. Dehors de feu, y'en a marre. Dali au mari, y'en a marre. Avec la poussière, y'en a marre. Ah, il y en a marre, il y en a marre. Allez, ça comme tout le monde. Cette fois-ci, on se quitte pour de bon. Salam alaikum. إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام Alors juste pour dire à la communauté de VK, c'est pas l'appel de veiller la nuit tard pour ces histoires sur la civilisation arabo-musulmane. Je vais faire un truc spécial pour les abonnés avec plein de références et tout, vous inquiétez pas. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن